Tu es en DCG et tu te retrouves un peu perdu par rapport à de nouvelles matières dont tu ne comprends pas les intitulés. Bouge pas, tu es au bon endroit, on va décrypter ça ensemble. Je m'appelle Camille, je suis enseignante en lycée et en DCG et on va parler aujourd'hui de l'UE1, les fondamentaux du droit. C'est parti. Imagine un monde dans lequel il n'y aurait pas de règles, dans lequel ce serait le chaos et dans lequel chacun vivrait selon ses envies et selon les règles qu'il a fixées. On imagine mal comment ça pourrait fonctionner et c'est en fait ce chaos que le droit va venir encadrer pour pouvoir permettre la vie en société et permettre de mettre en commun un certain nombre d'individus qui vont avoir chacun des valeurs et des façons de fonctionner différentes. Au final, quand on parle du droit, globalement, ça fait peur, c'est une matière qui semble réservée à une catégorie de personnes qui seraient très instruites et très intéressées par ce domaine-là. Pour autant, on appréhende le droit tous dès notre berceau. En fait, on commence à comprendre dès qu'on est tout petit les règles, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, tout simplement déjà de base par les consignes qu'on a, qui nous viennent de nos parents, de nos proches, ensuite de l'école, et puis plus tard dans un cadre professionnel. Donc finalement, ces règles-là, qui sont des règles de conduite, toutes ne sont pas des règles de droit, mais une partie en fait de ces règles le sont et vont venir façonner en fait le fonctionnement en société. Pourtant, en soi, la notion, c'est une notion qu'on a globalement du mal à définir. Quand on se demande ce qu'est le droit, c'est difficile en fait de trouver une explication simple quand on n'est pas inclus dans la matière. Et finalement, même quand on est inclus dans cette matière-là, on se rend compte que vous avez un nombre incalculable d'auteurs qui ont réfléchi à ce qu'on devait mettre derrière le droit et donc toutes les différentes significations que ça pouvait avoir. En revanche, même si on a du mal à le définir, on arrive assez bien à appréhender ce que ça représente en fait, à en définir les contours et les limites. On serait par exemple capable de dire ce que le droit n'est pas. Donc en donnant des exemples, par exemple, le droit c'est différent de la morale et on serait capable assez facilement pour le coup de l'expliquer. D'un point de vue purement scolaire, c'est une matière qui est globalement boudée. Alors déjà, c'est une matière qui est assez peu enseignée, et ce qui est plutôt étonnant, puisqu'en fait, comme je viens de le dire, on est tous concernés, en fait on le voit d'une façon un petit peu détournée, notamment par le biais de l'éducation civique, qu'on appelle d'ailleurs éducation morale et civique actuellement, et quand on évolue un petit peu, quand on grandit au niveau des classes, c'est une matière qui est plutôt boudée. Vous l'avez dans assez peu de sections finalement, dans lesquelles vous allez pouvoir choisir des matières qui se rapprochent du droit, et d'un point de vue universitaire, on a tendance à associer cette discipline à des profils qui sont assez scolaires, plutôt rigoureux, etc. Pour autant, même si c'est une matière qui est boudée, parce qu'en fait on la considère comme laborieuse, complexe, plutôt ennuyeuse d'ailleurs, bref, c'est une matière qui serait assez décourageante, en soi en fait c'est finalement plutôt le regard qu'on a sur la matière qu'il faudrait un petit peu changer. Moi j'ai l'habitude de dire qu'apprendre le droit c'est comme rentrer dans un apprentissage en fait de langue étrangère. J'utilise aussi ça quand je commence à parler de l'informatique, en disant finalement l'informatique, le droit, c'est simplement une façon de parler qui est différente de la vôtre, c'est-à-dire qu'on va utiliser un vocabulaire qui est différent, on va utiliser des structures, en fait des constructions de raisonnement qui sont parfois différentes, mais pour autant ça s'apprend comme une langue étrangère. Donc vous avez l'impression, parce qu'on utilise le français pour faire du droit, que en fait quand vous comprenez pas les phrases, c'est parce que c'est ennuyeux, c'est hyper complexe, alors qu'en soi, à partir du moment où vous avez acquis le vocabulaire juridique, acquis les structures qu'on peut avoir dans certains documents juridiques, finalement ça vient tout de suite beaucoup plus simple. Comme je le disais, il s'agit d'un langage à apprendre à part entière, donc du coup vous avez à la fois son vocabulaire en fait technique à appréhender, et vous avez aussi les codes du droit qu'il va falloir maîtriser, et en fait comme une langue, c'est une matière qui est complètement vivante, qui est ancrée dans le réel et qui évolue au fur et à mesure de la société. Et en ce sens, il me semble en tout cas que c'est une matière qui est passionnante, puisqu'elle vous permet à la fois de comprendre le monde dans lequel vous êtes, et en plus de ça d'en devenir acteur. C'est-à-dire que vous n'êtes plus celui qui subit en fait les règles de droit, vous êtes déjà celui maintenant qui va comprendre ces règles de droit, et éventuellement dans certains métiers, et notamment en tant qu'expert comptable, vous allez être celui qui va être capable de les expliquer à d'autres personnes, et en
compétence-là, en fait, c'est une compétence technique qui est inestimable, puisque, comme je le disais, c'est une matière qui est plutôt boudée, on a l'impression que c'est assez inaccessible, mais être capable de faire du droit avec pédagogie et de l'expliquer du coup à des personnes extérieures, c'est une compétence distinctive que vous allez pouvoir vendre sur le marché. Si je devais faire des comparaisons, des analogies, faire du droit, c'est plein de choses en fait, ça regroupe plein de compétences dans lesquelles vous allez peut-être, probablement vous retrouver, peut-être pas dans toutes, mais au moins dans certaines. Alors la première chose, c'est que le droit, c'est déjà aimer manier les mots, puisque comme je le disais, c'est un vocabulaire particulier, et c'est une façon de l'utiliser particulière qui se base énormément en fait sur la maîtrise du langage. Donc en fait, il va falloir aimer manier les mots et saisir les nuances en fait du vocabulaire, comme n'importe qui aimerait lire ou écrire. Donc si vous avez cette appétence-là pour le français et la rédaction, c'est une matière qui peut être faite pour vous. C'est aussi une matière de rigueur en fait, ça nécessite d'être précis, donc c'est un peu comme l'horloger ou le chirurgien qui devrait agir avec précision. Pour le coup, au niveau des métiers juridiques, vous avez aussi ce sens du détail en fait qu'il faudrait avoir. L'apprentissage du droit nécessite de l'endurance, donc comme n'importe quel sportif qui a besoin de faire des entraînements, donc si vous êtes sportif, le droit pourrait être fait pour vous. Ça nécessite d'être organisé, peut-être comme un architecte. Ça nécessite d'être curieux pour le coup, et ça réellement comme un détective, puisqu'il faut avoir en fait cet intérêt de comprendre le monde dans lequel vous vivez. Il faut avoir des qualités relationnelles, puisque les métiers du droit sont des métiers principalement de conseil et de défense, donc c'est des métiers humains du tertiaire en fait, où on va conseiller et accompagner autrui dans ses démarches, et c'est une matière qui nécessite de la résilience. Alors pour le coup, comme un boxeur, quelqu'un qui serait capable de se relever face aux coups, simplement parce que en fait, l'apprentissage du droit étant une matière compliquée, il faut être capable de se relever face aux échecs et aux accros en fait, que vous pourriez avoir dans votre parcours. Ce sera pas un apprentissage linéaire, c'est effectivement un apprentissage qui est parfois difficile, parce qu'en fait, il faut rentrer dans cette mécanique. En revanche, les efforts, en principe, payent. Donc comme je le disais, comme le droit est partout, en fait, on peut aisément comprendre que ça a un intérêt à qui veut faire de l'expertise comptable, puisqu'en fait, l'idée, c'est que faire du droit, c'est pas simplement apprendre des textes, le but, c'est pas de devenir une encyclopédie, mais c'est comprendre, comme je le disais tout à l'heure, le monde qui vous entoure, et c'est vous donner des clés pour devenir un acteur responsable et éclairé. Maintenant qu'on a parlé en fait en soi de la discipline et de l'intérêt que ça a par rapport à votre diplôme, on va parler concret, puisqu'on va parler des examens. Donc comment vont se passer les examens sur cette épreuve? Donc je rappelle, c'est l'UE1 qui s'appelle Fondamentaux du droit, qui fonctionne voilà, comme ça encore pour cette année avec un programme spécifique, et où le programme va être un petit peu modifié pour la rentrée 2026. Donc on est sur une étude pratique de 3 heures, qui est faite sur une étude de cas. En principe, l'étude de cas est divisée en 3 dossiers pour lesquels vous allez avoir une dizaine de questions et environ une dizaine de pages de documents. Et vous avez donc 3 missions distinctes en fait, qui correspondent à 3 problématiques qui vont vous être apportées par le client et pour lesquelles il va falloir être capable de développer un certain nombre de compétences pour répondre à ces questions. Et vous avez à ce titre 3 types d'exercices qui peuvent vous être demandés lors de l'épreuve. Donc on va les distinguer tout de suite. Le premier type de questions que vous pouvez avoir sont des questions en fait de cours où on va utiliser le prétexte du cas spécifique pour que vous soyez capable d'expliquer avec pédagogie. Donc là on est vraiment purement dans la mission de conseil où il s'agit simplement de redonner des connaissances que vous avez de manière claire, structurée, donc au jury, et donc ça montre votre capacité à le faire face à un client que vous pourriez avoir en face de vous. Le deuxième exercice qu'on peut vous demander, c'est un commentaire de documents juridiques. Alors ce à quoi on s'attend le plus, ce sera un commentaire d'arrêt, donc en fait un commentaire de décision de justice, où l'intérêt en fait sera d'être capable déjà de lire le document. Donc par rapport à ce que je disais, c'est principalement sur l'acquisition du vocabulaire dont je parlais, d'être capable de comprendre la structure d'une décision de justice et d'être capable de comprendre en fait le sens qu'il y a dedans. Donc pour ça, en fait, il y a assez peu de miracles à réaliser, c'est simplement qu'il faut s'entraîner et lire un maximum de décisions de justice. Et en fait, ce qu'on va vous demander derrière souvent,
c'est d'être capable d'analyser la portée de l'arrêt, donc en fait la solution que vous avez à la fin et l'impact que ça a sur une situation pratique. Donc vous allez avoir soit une décision extrêmement importante qui va faire ce qu'on appelle jurisprudence, c'est-à-dire que cette décision-là va avoir un impact et va devenir en fait une source du droit en tant que telle, puisque la solution va être ensuite applicable aux différentes situations qui vous sont proposées. Vous avez des fois des revirements de jurisprudence, donc en fait on est sur une solution qui était différente auparavant et qui va être modifiée. Et donc où là, ça va vous permettre d'expliquer l'impact que ça a et en fait d'où vient ce changement. Alors vous avez plusieurs hypothèses. Ça peut être un changement qui a été effectué pour être conforme par exemple au droit européen. Ça peut être un revirement de jurisprudence qui a été réalisé parce qu'en fait les mœurs ont évolué et donc en fait on a une solution qui est différente maintenant puisque de façon générale la vision du monde est différente. Et vous avez des arrêts qui vont avoir une vocation plutôt d'interprétation, c'est-à-dire que vous avez connaissance par exemple d'une règle de droit qui va vous être donnée dans un article par exemple du Code civil et il va y avoir un arrêt de jurisprudence qui va venir le préciser dans certaines situations et en principe si on vous le donne dans le cas d'examen, c'est parce que ça a un impact ensuite éventuellement sur le conseil que vous allez pouvoir donner à votre client. J'en viens maintenant au dernier exercice et non des moindres, qui est en fait un cas pratique. Donc là vraiment purement, on est dans la vocation principale du juriste et donc vous allez avoir une situation problème qui vous est apportée par votre client dans une situation factice en fait finalement, mais où vous allez devoir vous mettre dans cette posture de conseil et où en revanche il y a une question du coup plus profonde qui se pose, qui nécessite pas simplement de faire un étalage de votre cours, mais qui nécessite d'apporter une réponse qui découle en fait d'une analyse que vous allez devoir réaliser. Pour cela en fait il y a plusieurs étapes. Pour le coup, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos dans lesquelles je parle éventuellement du syllogisme, puisque c'est la méthode qu'on va utiliser pour répondre à un cas pratique, au-delà simplement de l'intérêt que ça a d'un terme au niveau de la forme, et en fait que ce soit une exigence qu'on a au niveau des examens. Pour l'avoir vécu à votre place en tant qu'étudiante, je trouve que c'est un exercice qui est fondamental, puisqu'à mon sens, c'est un exercice en fait qui vient structurer votre pensée. Je trouve que ne pas passer en fait par le fonctionnement du syllogisme et par cette rigueur d'écriture implique que vous allez parfois trop vite, vous êtes rapide dans vos raisonnements et ça vous amène parfois soit à des erreurs de jugement, soit parfois à des contresens, ce qui fait que en fait ça pourrait être dangereux. Alors je dis pas qu'on se trompe jamais en faisant du syllogisme, mais qu'on a plus de chances, je trouve, de se tromper quand on ne le fait pas, et ça a un impact en fait en tant que client, puisqu'en fait s'entraîner à faire un cas pratique de la bonne manière, ça vous permet de devenir un bon pédagogue et donc du coup derrière d'être capable d'utiliser cette méthode quand vous faites du conseil client. Alors, je terminerai simplement par rapport à l'épreuve en tant que telle, déjà en vous disant, ça peut être un peu surprenant puisqu'on a parlé d'une dizaine de questions, pourquoi est-ce que j'ai 10 pages de sujet? Pour ceux qui viennent de STMG, finalement ça ressemble plutôt pas mal aux épreuves que vous pouviez avoir en lycée, en économie et en droit, donc vous ne serez pas surpris sur le fait que les pages supplémentaires que vous avez au niveau du sujet sont des pages d'annexes en fait, qui vous sont transmises, dans lesquelles vous allez avoir des décisions de justice, des articles de loi, des articles de presse aussi éventuellement, en tout cas des documents qui peuvent venir appuyer votre raisonnement, ou alors qui sont un petit peu poussés sur certains points et qui vont sans doute au-delà de ce que vous avez vu en classe. En parlant de résultats par rapport à ces épreuves, donc on va pas se le cacher, pour le coup je l'ai dit dès le départ, c'est vrai que c'est une matière qui est jugée difficile, et en plus de ça, c'est sans doute pas votre cœur de métier de base, puisque vous vous destinez à l'expertise comptable. Mais en soi, faire de la comptabilité, c'est faire du droit, donc on peut pas s'en dispenser, et sur cette matière-là de fondamentaux du droit, on est sur l'acquisition vraiment de compétences de base qui vont permettre de former un socle qui vont vous être utiles ensuite sur les années à venir, donc en DCG2, en DCG3, pour comprendre le fonctionnement global juridique en fait qui va venir encadrer votre profession et encore une fois encadrer votre conseil. Donc en fait si je devais appuyer un petit peu l'importance de cette matière-là, je dirais qu'en fait la connaissance juridique
ça vient un petit peu en soutien, c'est un peu aussi une béquille par rapport au métier d'expertise comptable. Et en fait, le fait de maîtriser ces sujets-là, ça fait de vous quelqu'un qui a une valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui est assez peu sûr de lui sur de la matière juridique. Donc ça vous permet sans doute d'aller un petit peu plus loin dans le conseil et donc d'avoir un élément différenciant sur le marché. Au niveau des taux, alors j'ai récupéré les taux de réussite 2024, enfin en tout cas de ces dernières années, on est à peu près sur 30% de réussite. Sur le taux de réussite sur le premier passage, en 2024, on était à 31,1% de réussite et la moyenne sur cette matière de fondamentaux du droit était de 8,7 pour les établissements publics et les établissements privés sous contrat. Je rappelle à ce titre que lorsque vous avez moins de 6 à une épreuve, il faut repasser l'épreuve. Donc bien sûr que l'idée c'est d'avoir au moins 6, même si les matières juridiques, c'est vraiment pas votre fort. Quoi qu'il en soit, c'est une matière qui nécessite beaucoup d'entraînement. J'avais un enseignant à la fac qui, alors le prenait à la plaisanterie, mais qui disait qu'en fait on avait cette image d'un point de vue de la société que le droit était quelque chose d'extrêmement difficile, mais qu'en fait sur les bancs de la fac vous aviez énormément de personnes qui reprenaient des études, qui faisaient du droit et qui réussissaient brillamment en fait leurs études de droit, et donc que si c'était si inaccessible que ça, ce serait sans doute pas le cas, il y aurait sans doute pas autant de reconversions juridiques réussies. Donc je pense qu'il faut aussi changer votre posture par rapport à la matière et vous dire en fait que c'est faisable d'avoir 10 sur les matières juridiques. Simplement, c'est des matières qui nécessitent effectivement peut-être plus d'entraînement pour rentrer dans cet apprentissage. Donc, et encore une fois, de changer votre point de vue comme si vous étiez sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Au niveau des compétences qu'il va falloir développer pour faire du droit, donc je faisais une analogie tout à l'heure par rapport à d'autres métiers, de façon plus détaillée, qu'est-ce qu'il va falloir savoir faire pour réussir sur cette matière. Il va falloir dans un premier temps être capable d'identifier et de hiérarchiser des sources du droit. Donc ça, pour le coup, n'ayez pas peur, vous allez le détailler dans vos cours, mais on va déterminer, expliquer en fait qu'il existe différents types de sources et qu'il va y avoir une certaine façon de les harmoniser les unes avec les autres. Ensuite, il va falloir être capable de rechercher et analyser une documentation juridique qui soit fiable et actualisée. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté d'être curieux. Vous avez souvent en fait sur les sujets un lien qui est assez fort avec l'actualité, puisque en fait souvent il y a des choses que vous voyez en cours, mais le droit, comme je le disais, c'est vivant. Donc vous avez parfois pendant l'année scolaire des revirements de jurisprudence ou des interprétations qui sont données que vous êtes capable normalement d'analyser, et donc il faut prendre l'habitude de réaliser cette veille. Donc pour ça, par exemple, vous pouvez vous inscrire sur des newsletters. Il existe des sites d'actualité juridique qui vous envoient en fait régulièrement tout ce qui s'est passé d'important au niveau du droit. Ensuite, il va falloir être capable, donc je le disais, d'analyser une décision de justice et d'en dégager la portée. Je reviens pas sur ce sujet-là, donc c'est être capable de lire la décision et de comprendre en fait le sens de ce qui a été dit par les juges. Ensuite, il va falloir être capable de qualifier et d'analyser un contrat ou un document professionnel. Là aussi, n'ayez pas peur, pour l'instant ça paraît vertigineux, mais vous avez un chapitre entier, vous en avez même 2 d'ailleurs, sur le contrat en tant que tel. Donc à ce titre-là, vous allez voir normalement des modèles, sinon vous avez des exercices que vous pouvez retrouver, ou alors des modèles de contrats que vous retrouvez même sur internet, qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter. Enfin, il va falloir être capable de qualifier les faits, d'articuler en fait, de structurer un raisonnement juridique, et enfin de proposer une solution adaptée dans le cadre d'une situation qui vous est donnée. Donc ça, c'est vraiment le GOAT, c'est-à-dire le fait d'être capable de faire un cas pratique structuré, si je parle d'un point de vue scolaire, mais en soi, c'est le fait d'être capable de faire du conseil client qui soit pertinent et où vous donniez pas de fausses informations à la personne qui est en face de vous. En bref, pour réussir sur cette matière UE1 fondamentaux du droit, il faut maîtriser un socle commun de connaissances qui est relativement costaud, mais il faut aussi être capable d'appliquer en fait la méthodologie des exercices qui vous sont demandés. Donc ça aussi, pour le coup, j'ai l'habitude de le dire à mes étudiants, maîtriser votre cours en droit, c'est un fondamental, c'est indispensable, mais le fait de connaître son cours par cœur comme une encyclopédie, ça fait pas de vous un bon juriste,
Parce que le fait d'être un bon juriste, c'est le fait d'être capable de réagir dans l'action, et donc le fait de proposer un conseil qui soit pertinent par rapport à la question qui vous est demandée. J'espère que ça vous a aidé, que du coup c'était plus clair pour vous sur cette épreuve. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et on se retrouve bientôt sur d'autres vidéos concernant notamment le DCG, pour lesquelles vous allez avoir les cours des différents chapitres à réviser pour votre examen. À bientôt!